Il n'y avait eu aucun signe, ce matin-là. Aucun présage dans le ciel gris de la Défense, aucune fissure dans la routine qui s'était solidifiée autour d'Antoine Lefèvre comme du béton armé. Ce matin-là, comme tous les lundis, un homme humilia une femme devant 14 témoins. Et 3 heures plus tard, un accident révéla ce que ni les contrats ni les dîners d'affaires n'avaient jamais réussi à faire sortir de lui. Appuyez le canal en laissant votre like et votre commentaire, et voilà notre histoire. Antoine Lefèvre arriva au 18e étage à 7h02. Jamais 7h10, jamais 7h pile. Toujours 7h02, comme si cette précision de 120 secondes suffisait à distinguer la discipline de l'obsession. La tour Lefèvre Promotion se dressait dans le quartier d'affaires de la Défense comme une lame de verre poli contre le ciel d'octobre, ses façades reflétant les nuages bas qui roulaient depuis la Seine. À cette heure, les couloirs du 18e étaient encore silencieux, baignés dans une lumière froide et bleutée que les néons diffusaient sans chaleur sur le marbre gris des sols. Antoine traversa l'open space sans regarder les bureaux vides, posa son attaché-case noir sur la table de réunion en verre, déboutonna sa veste, un costume anthracite à fines rayures taillé sur mesure rue du Faubourg Saint-Honoré, et ouvrit la première des 62 diapositives de la présentation Boulogne-Billancourt. Il avait 41 ans. Il dirigeait Lefèvre Promotion depuis 9 ans, après avoir racheté l'entreprise familiale à son père à un prix que tout le monde dans la profession avait jugé déraisonnable, et en avait fait la 4e société d'immobilier haut de gamme d'Île-de-France. 48 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 312 employés directs, sans compter les prestataires, des partenariats avec des fonds luxembourgeois, des familles d'investisseurs belges, des architectes primés 2 fois à la Biennale de Venise. Son nom figurait depuis 4 ans dans les classements des dirigeants de moins de 45 ans les plus influents du secteur immobilier français. Il ne lisait jamais ces classements, non par fausse modestie, mais parce qu'il ne trouvait pas le temps. Divorce depuis 3 ans, il vivait seul dans un appartement de 180 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine, des plafonds hauts, des fenêtres sur le parc, une cuisine équipée qu'il n'utilisait presque jamais. Le divorce s'était fait sans violence et sans explication satisfaisante. Sophie avait dit, lors du dernier dîner qu'ils avaient partagé avant de signer, que vivre avec lui, c'était comme vivre à côté d'une centrale électrique, impressionnant, utile, mais impossible à habiter vraiment. Il n'avait pas répondu. Il avait signé les papiers le lendemain à 9h du matin, entre une conférence téléphonique avec Amsterdam et un déjeuner de travail au Taillevent. Depuis, il appliquait au reste de son existence le même principe qu'il appliquait à ses chantiers. Efficacité structurelle, 0 perte de temps, résultat mesurable. Il ne se demandait plus ce que ça coûtait. La réunion du lundi matin avec les investisseurs de Boulogne-Billancourt était programmée depuis 6 semaines. 18 millions d'euros à mobiliser pour un programme résidentiel de 132 logements en bordure du bois, façades en pierre de taille reconstituées, terrasses végétalisées, parking souterrain à 2 niveaux, livraison prévue au second trimestre 2028. La salle de verre du 18e étage pouvait accueillir 20 personnes. Ce matin-là, il y en avait 17, 14 investisseurs. Antoine, son directeur financier Marc Renard et son associé Isabelle Dumont qui gérait les relations avec les fonds étrangers. La présentation avait commencé à 9h précises. À 9h30, Antoine était au milieu de la diapositive 31, les projections de rentabilité sur 10 ans, quand la porte s'ouvrit. Camille Moreau entra en portant le plateau des cafés. Elle avait 32 ans, les cheveux châtains relevés en chignon bas, un uniforme bleu marine légèrement trop grand aux épaules, celui de la société de services qui gérait les prestations d'accueil du bâtiment. C'était son premier jour, non pas son premier jour dans un emploi, mais son premier jour à ce poste précis, à ce étage précis, dans ce monde précis qui sentait le café de qualité et les contrats à 8 chiffres. Elle n'était pas réceptionniste de formation. Elle était assistante administrative dans une petite entreprise de prêt-à-porter du 10e arrondissement où elle traitait les commandes fournisseurs, rédigeait les courriers en anglais et espagnol
et gérait les litiges douaniers avec une rigueur que son patron, M. Abdelkader, qualifiait de militaire mais dans le bon sens. Elle était là parce que sa mère, Martine Moreau, 63 ans, concierge de la tour depuis 16 ans, venait de subir une opération du genou et ne pouvait plus assurer ses fonctions. Et parce que la société de service menaçait de résilier le contrat de Martine si le poste restait vacant plus de 10 jours. Camille avait appelé l'agence le jeudi. Le vendredi, elle avait demandé un congé sans solde d'1 mois à M. Abdelkader, qui avait d'abord protesté, puis avait cédé en marmonnant qu'il lui devait bien ça. Le samedi, elle avait appris les procédures de base. Comment utiliser le standard téléphonique, comment gérer les accès visiteurs, comment préparer les plateaux de réunion. Le dimanche soir, elle avait repassé son uniforme dans l'appartement de 44 mètres carrés qu'elle partageait avec sa mère à Saint-Denis, vérifié que Martine avait ses médicaments pour la semaine et fixé le plafond pendant 1 heure avant de s'endormir. Elle savait que le 18e étage était le plus difficile. Sa mère le lui avait dit sans détour. Ce sont des gens qui ne voient pas les gens de service, pas par méchanceté, par habitude. Fais ton travail, rentre à la maison. Le problème du plateau était simple et compréhensible. L'ordre des cafés avait été transmis verbalement par la secrétaire de direction, Nathalie, qui avait omis de préciser que M. Girard, l'associé diabétique, 67 ans, foulard bordeaux, buvait uniquement du décaféiné. La liste manuscrite que Camille avait reçue mentionnait café, café, eau gazeuse, café, café, décaféiné, sans associer les boissons aux personnes. Elle avait fait de son mieux. Elle avait préparé le plateau avec soin, vérifié la température des tasses, disposé les petits carrés de sucre roux sur les soucoupes. Elle était entrée dans la salle en marchant avec précision, consciente que 14 paires d'yeux s'étaient tournés vers elle et avaient commencé à distribuer les tasses. Ce fut M. Girard qui dit à voix basse « Je crois que c'est l'espresso ». Ce fut Antoine qui répondit, et c'est là que tout bascula. Il se retourna depuis le tableau de présentation, considéra Camille un instant et dit d'une voix nette dans le silence de la salle « Ceci n'est pas un café de quartier. Si vous n'êtes pas capable de faire quelque chose d'aussi basique, c'est peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous. » Aucun des 14 investisseurs ne dit mot. Marc Renard regarda ses notes. Isabelle Dumont tourna les yeux vers la fenêtre. La phrase avait flotté dans la salle climatisée avec la précision d'un scalpel, courte, définitive, conçue pour fermer une parenthèse sans l'ouvrir davantage. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle soutint le regard d'Antoine pendant 2 secondes complètes, 2 secondes qui parurent plus longues qu'elles n'étaient, puis prit une inspiration courte, presque imperceptible, et dit « Je vous présente mes excuses. Je vais rectifier ça tout de suite. » Sa voix ne tremblait pas. Elle récupéra le plateau, rectifia les tasses en 2 échanges silencieux, déposa l'eau gazeuse devant le bon interlocuteur et sortit sans précipitation. La porte se referma. Antoine se retourna vers la diapositive 31. La réunion reprit. Personne ne fit de commentaires. Ce fut Marc Renard qui, plus tard, dans l'ascenseur, dit à sa collègue Isabelle à mi-voix « C'était dur ». Ce fut Isabelle qui répondit « C'était surtout inutile ». Antoine n'entendit ni l'un ni l'autre. Il était déjà au téléphone. Camille, elle, retourna à la réception du 18e étage, posa le plateau vide sur la desserte, s'assit derrière le bureau et ouvrit le cahier de procédure. Elle avait un stylo bleu à la main. Elle soulignait les passages importants. Ses mains ne tremblaient pas non plus, ou du moins, si elles tremblaient, c'était d'une façon si intérieure et si contenue que personne dans ce couloir ne l'aurait jamais remarqué. Pas même elle, peut-être. Ce n'était pas de l'indifférence, ce n'était pas de l'orgueil, c'était quelque chose de plus profond, de plus construit, une dignité apprise dans un appartement de 44 mètres carrés à Saint-Denis où l'on ne pouvait pas se permettre de s'effondrer parce qu'il n'y avait personne pour ramasser les morceaux. Elle connaissait la tour depuis l'enfance, non pas de l'intérieur, pas des salles de réunion en verre, ni des cafés préparés à la capsule Nespresso, mais de la façon dont on connaît un lieu qu'on entend décrire chaque soir par quelqu'un qu'on aime. Sa mère, Martine,
avait commencé à travailler dans ce bâtiment quand Camille avait 16 ans. Chaque soir, revenu de la défense, avec les cheveux sentant le produit d'entretien et les pieds gonflés dans ses chaussures de sécurité, Martine racontait. Le 18e était le plus froid, pas à cause des climatiseurs. Le 3e était le plus agréable, une petite entreprise de communication où les gens disaient bonjour dans le couloir. Le 9e sentait toujours le café brûlé du matin jusqu'au soir. Le 1er avait une plante artificielle que Martine époussetait chaque semaine et qui, selon elle, était un symbole de tout ce qui n'allait pas dans le monde des affaires. Camille avait grandi avec ces histoires. Elle savait qui peuplait ces étages avant d'y avoir mis les pieds. Les 3 heures qui suivirent l'humiliation furent 3 heures de travail ordinaire et silencieux. Camille répondit aux appels entrants avec la formule correcte. Elle orienta un visiteur vers la salle Haussmann, au 14e. Elle imprima les documents pour la réunion de 14 heures, les glissa dans des chemises transparentes, les déposa sur la table de conférence avec les stylos alignés. Elle apprit seule, sans demander à Nathalie, sans demander à personne, comment fonctionne le système de badge visiteur, comment activer les codes d'accès temporaire, où se trouvait le stock de papier A4 dans la réserve du couloir de service. Elle nota tout dans son cahier avec l'écriture régulière et penchée de quelqu'un qui a appris que ce qu'on écrit, on ne l'oublie pas. À midi, elle descendit à la cantine du rez-de-chaussée avec son déjeuner préparé la veille. Une boîte en plastique contenant une salade de lentilles vertes au vinaigre de Xérès, 2 morceaux de poulet rôti refroidis et un quart de baguette enveloppée dans du papier aluminium. Elle s'installa à une table du fond, là où la lumière était un peu moins fluorescente, sortit son téléphone, vérifia un message de sa mère, « Comment ça se passe ?» et répondit, « Bien. Ne bouge pas, repose ton genou. Je rentre vers 19 heures. » Elle referma le téléphone et mangea en silence, les yeux posés sur la fenêtre qui donnait sur le parvis de la Défense, sur les fontaines éteintes de saison et les pigeons qui se disputaient les miettes autour des bancs. Antoine était entré dans la cantine peu après elle, par une autre porte. Il portait son veston, mais avait desserré sa cravate de 2 centimètres. Pour lui, une concession majeure. Il avait commandé une soupe de poisson et un verre d'eau au comptoir, s'était installé à l'autre bout de la salle, avec son téléphone posé à plat devant lui, affichant 3 emails non lus et une notification d'une application de bourse. Il avait mangé en lisant. Et puis, au moment de reposer sa cuillère, il avait levé les yeux. Camille était à 15 mètres, de dos, ses épaules légèrement penchées sur sa boîte en plastique, la nuque dégagée par le chignon. Elle mangeait sans se presser, sans regarder son téléphone, sans l'expression de quelqu'un qui souffre ou qui ressasse. Elle regardait simplement la fenêtre. Antoine avait observé cette scène pendant peut-être 20 secondes. Il ne les aurait pas comptées. Et avait ressenti quelque chose d'indéfinissable, quelque chose qui ressemblait à de l'inconfort, mais pas tout à fait. Pas la mauvaise conscience, non. Pas encore. Quelque chose de plus flou, de moins commode à étiqueter. Il avait reposé son verre, récupéré son téléphone et quitté la cantine par la même porte qu'il était entré. À 12h30, Camille était de retour à la réception. À 12h45, l'accident se produisit. Elle n'avait pas demandé d'aide pour les cartons. Ce n'était pas de l'obstination, c'était simplement que personne ne lui avait proposé, et qu'elle n'était pas du genre à attendre qu'on devine ce dont elle avait besoin. L'ascenseur de charge était bloqué depuis 11 heures du matin par une livraison de mobilier pour le 16e étage. 6 panneaux de boiserie, 4 fauteuils en cuir à vannes, 2 tables basses en marbre noir, une livraison qui avait pris 3 heures de plus que prévu parce que les dimensions des panneaux dépassaient de 4 cm ceux de l'ascenseur et que les livreurs avaient dû démonter partiellement le cadre d'une porte. Camille avait appris tout ça en passant devant le couloir de service à 11h20. Elle avait noté mentalement que l'accès serait bloqué et avait cherché une alternative. Les 2 cartons de papier A4, 5 rames chacun, soit environ 5 kilos par carton, devaient monter du stock du 16e au 18e pour la réunion de l'après-midi. Nathalie avait laissé un post-it sur le bureau de réception avant d'aller déjeuner. Camille avait relu le post-it 2 fois,
avait vérifié l'ascenseur principal, réservé aux visiteurs entre 12 heures et 14 heures, selon le règlement intérieur qu'elle avait lu le matin, et avait décidé d'emprunter l'escalier de service. Ce n'était pas déraisonnable. L'escalier de service était large, équipé d'un corps-humain des deux côtés, et 2 étages à monter avec des cartons de 5 kilos représentait un effort parfaitement gérable. Ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne lui avait dit, parce que personne n'avait pensé à le lui dire, c'est que l'équipe d'entretien avait ciré les marches de l'escalier de service le matin même, entre 7 heures et 9 heures, pendant la fenêtre creuse habituelle. La signalétique jaune, sol glissant, avait été posée en bas de l'escalier du 16e, mais le courant d'air du couloir l'avait renversée contre le mur, là où elle n'était plus visible depuis le couloir d'accès. Camille prit les cartons, l'un sous le bras droit, l'autre tenu des 2 mains contre sa poitrine, et commença à monter. Elle en était à la 4e marche du palier, entre le 17e et le 18e, quand son pied gauche glissa. Ce ne fut pas un glissement progressif, pas le genre de faux pas qu'on peut rattraper en cherchant l'équilibre. Ce fut une perte totale et instantanée d'adhérence, le sol qui disparaît sous la semelle comme s'il n'avait jamais été là. Elle tenta d'attraper le corps humain avec la main droite, mais le carton qu'elle tenait retarda le geste d'une fraction de seconde, et cette fraction fut suffisante. Elle tomba sur le côté, l'épaule droite percutant le métal du corps humain avec un choc sourd et précis, et son corps continua sa chute jusqu'au palier intermédiaire, où elle s'immobilisa sur le dos, les yeux ouverts sur le plafond en béton peint en gris. Les 2 cartons avaient dévalé 2 marches de plus et s'étaient ouverts. Des rames de papier blanc s'étaient répandues en éventail sur les marches dans un bruissement presque absurde, comme si la situation avait besoin d'un commentaire visuel. Camille resta immobile pendant plusieurs secondes, consciente, parfaitement consciente. Elle entendait le bourdonnement des gaines techniques dans les murs, le lointain bruit d'un téléphone qui sonnait quelque part au 18e, le son de sa propre respiration qui s'était accélérée sans qu'elle s'en soit rendue compte. Elle essaya de se redresser en prenant appui sur le coude droit et la douleur arriva immédiatement, vive, précise, irradiant de l'épaule vers le cou et vers le haut du dos. Pas insupportable, mais nette. Le genre de douleur qui signifie que quelque chose ne va pas et qu'il ne faut surtout pas insister. Elle resta sur le dos, ferma les yeux 2 secondes, rouvrit les yeux. Évalua la situation avec le même calme méthodique qu'elle aurait appliqué à n'importe quel problème posé sur son bureau. Je suis tombée, je suis consciente, j'ai mal à l'épaule droite, je ne peux pas me lever seule, il faut que quelqu'un vienne. Son téléphone était dans la poche de son tablier. Elle bougea la main gauche avec précaution, l'introduisit dans la poche, sentit le rectangle familier du téléphone. Bien, elle allait appeler. Ce fut à ce moment qu'elle entendit la porte du couloir du 18e s'ouvrir au-dessus d'elle. Des pas descendirent les premières marches, rapides, assurés, puis s'arrêtèrent net. Il y eut un silence d'1 seconde. Ne bougez pas. La voix était différente de celle qu'elle avait entendue ce matin. La voix de ce matin était horizontale, taillée pour la salle de réunion, calibrée pour produire un effet. Celle-là était verticale, comme si quelque chose à l'intérieur de l'homme s'était redressé sans permission. Antoine Lefèvre descendit les 6 marches restantes en 3 enjambées, s'accroupit à côté d'elle, et sans hésitation, sans calculer, sans réfléchir à ce que ses genoux allaient faire au pantalon du costume à 3200 €, posa un genou sur le béton gris du palier. Camille tourna la tête vers lui. Il y avait quelque chose d'étrange à voir cet homme à cette hauteur, à cette distance, avec cette expression sur le visage. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas non plus le réflexe professionnel d'un dirigeant qui gère une situation à risque pour l'entreprise. C'était quelque chose de plus nu, de moins contrôlé, quelque chose qui ressemblait à de la peur, une peur réelle, celle qu'on ne met pas en scène parce qu'on n'a pas le temps. « Je suis là », dit-il, « n'essayez pas de vous lever. » Elle le regarda pendant 2 secondes. Ses yeux ne demandaient rien. Ils constataient simplement. « Mon épaule droite », dit-elle. Sa voix était posée, comme si elle signalait un problème technique. « Je crois que c'est sérieux. Je ne peux pas prendre appui dessus. » Antoine regarda l'épaule sans toucher, avec la précision de quelqu'un qui comprend qu'il ne faut pas aggraver ce qu'il ne sait pas évaluer.
Sa mâchoire se contracta légèrement. « Je vais appeler le 15, dit-il, et il sortit son propre téléphone de sa poche intérieure en même temps qu'il disait ces mots, sans attendre sa réponse, comme si la décision était évidente et qu'il n'y avait rien à négocier là-dedans. Pendant qu'il donnait l'adresse et les informations à l'opérateur du SAMU, Camille ferma les yeux une seconde, pas par douleur, mais pour rassembler ses pensées. Elle pensa à sa mère. Elle pensa que Martine allait s'inquiéter. Elle pensa qu'elle devait prévenir quelqu'un, qu'elle ne pouvait pas laisser sa mère apprendre ça par un appel d'inconnu. Quand Antoine raccrocha, elle dit « Mon téléphone est dans ma poche gauche. Est-ce que vous pouvez l'attraper ? Il y a un contact qui s'appelle maman. Je voudrais que vous l'appeliez. » Il n'y eut aucune hésitation. Il glissa 2 doigts dans la poche du tablier bleu marine, sortit le téléphone, un modèle de 3 ans d'âge avec une légère fissure dans le coin inférieur de l'écran, et trouva le contact. Il appuya sur appel et porta le téléphone à son oreille. La sonnerie dura 4 secondes. Martine décrocha à la 5e, avec dans la voix ce léger essoufflement de quelqu'un qui s'est levé trop vite. « Camille ?» Antoine regarda Camille. Elle le regarda en retour. Il dit « Madame Moreau, je m'appelle Antoine Lefebvre. Je suis avec votre fille. Elle a eu une chute dans l'escalier de service de la tour. Elle est consciente, elle parle, mais elle a mal à l'épaule. Le SAMU arrive dans quelques minutes. » Un silence. « Est-ce qu'elle va bien ?» Antoine regarda à nouveau Camille, qu'il observait toujours depuis le sol avec ses yeux calmes et sombres. « Elle va bien, dit-il. » Et il le dit avec une certitude qu'il n'avait pas anticipée, une certitude qui venait de quelque chose qu'il voyait dans ce visage étendu sur le béton gris, quelque chose de stable, d'inébranlable, qui contrastait avec tout ce qu'il avait l'habitude de croiser dans son monde. Les 12 minutes qui suivirent furent silencieuses pour l'essentiel. Antoine resta accroupi, puis s'assit sur la marche la plus basse disponible pour ne pas rester suspendu au-dessus d'elle comme une présence encombrante. Il ne dit rien d'inutile. Il ne chercha pas à remplir le silence de formules rassurantes. Il était là, simplement, dans la posture inconfortable et poussiéreuse d'un homme qui avait décidé, sans se le formuler explicitement, qu'il ne partirait pas. 4 employés avaient entendu le bruit de la chute depuis le couloir du 18e. Le premier qui ouvrit la porte de l'escalier de service, Théo, chargé de mission de 26 ans, vit Antoine assis sur la marche avec le téléphone de Camille à la main et s'immobilisa avec une expression que ses collègues décriraient plus tard, à voix basse, comme de la stupéfaction polie. Antoine lui dit d'aller guider les secours depuis le hall principal. Théo acquiesça et disparut. Les 3 autres qui passèrent la tête dans l'encadrement de la porte dans les minutes suivantes eurent des réactions similaires. Personne ne dit quoi que ce soit à voix haute. Mais tous 4 virent la même chose. Leur directeur général, assis sur les marches d'un escalier de service, les genoux légèrement relevés, tenant le téléphone d'une réceptionniste intérimaire, dans un costume dont le genou gauche portait désormais une trace grise indélébile. Quand les secouristes du SAMU arrivèrent, ils trouvèrent la situation stabilisée. Camille coopéra avec les gestes précis de quelqu'un qui répond aux questions sans dramatiser. Oui, douleur à l'épaule droite, intensité 7 sur 10. Non, pas de perte de connaissance. Non, pas de douleur à la nuque ni au dos. Oui, elle pouvait bouger les doigts. Les secouristes immobilisèrent l'épaule, l'installèrent sur le brancard avec une efficacité douce et commencèrent à la remonter vers l'ascenseur principal. Antoine se leva de la marche, récupéra le téléphone de Camille, qu'il tenait encore, et le suivit jusqu'au palier du 18e. Au moment où le brancard passa la porte, Camille tourna la tête vers lui. « Merci », dit-elle. Rien d'autre. Pas de sous-texte, pas de questions suspendues. Juste le mot, donné directement, comme on pose une chose à sa juste place. Antoine regarda le brancard s'éloigner dans le couloir vers l'ascenseur principal. Ses mains étaient dans ses poches. La main gauche tenait encore le téléphone de Camille. Il ne l'avait pas rendu au secouriste. Il ne l'avait pas rendu à Camille. Il s'en rendit compte seulement quand les portes de l'ascenseur se refermèrent et qu'il se retrouva seul dans le couloir du 18e avec ce petit rectangle fissuré dans la paume. Il regarda l'écran. Le fond d'écran était une photo. Camille et une femme plus âgée, toutes les 2 en manteau d'hiver devant ce qui ressemblait à une entrée de marché couvert.
La femme plus âgée riait franchement. Camille souriait, un sourire différent de celui qu'il avait vu ou pas vu ce matin. Un sourire qui n'était pas construit pour une circonstance. Il fixa la photo pendant 3 secondes, puis baissa les yeux sur l'écran et descendit à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il ne sut pas exactement pourquoi il prit sa voiture plutôt que de remonter en Réunion. La décision se fit sans délibération, comme si son corps avait su quelque chose avant que son esprit n'ait eu le temps de formuler une objection. Il dit à Marc, dans le couloir, que la réunion de 14 heures serait reportée d'1 heure. Marc acquiesça avec l'expression de quelqu'un qui a appris depuis longtemps à ne pas poser de questions, et il descendit au parking souterrain, déverrouilla la berline noire, posa le téléphone de Camille sur le siège passager et sortit de la Défense par le tunnel nord. La circulation sur le périphérique était dense pour un lundi de début d'après-midi. Antoine conduisait avec les 2 mains sur le volant, ce qui n'était pas son habitude. Il téléphonait généralement en kit main libre pendant les trajets, transformant chaque déplacement en réunion mobile. Là, il n'avait passé aucun appel. La radio était éteinte. Le téléphone de Camille était posé sur le siège à côté, écran vers le bas. Et Antoine regardait la route avec une attention qui n'était pas vraiment de l'attention, mais plutôt son contraire. Le regard fixe de quelqu'un dont l'esprit est ailleurs. Il pensait à la voix qu'il avait entendue dans l'escalier. Pas la sienne, celle de Camille. Quand elle lui avait dit « mon épaule droite » avec cette précision tranquille, comme si la douleur était une information à transmettre plutôt qu'une expérience à traverser. Il pensait à ces 2 secondes de regard ce matin, dans la salle de réunion, avant qu'elle ne dise « je vous présente mes excuses ». Il avait cru sur le moment que c'était de la retenue professionnelle. Maintenant, dans la voiture, avec l'image du corps humain et du béton gris encore net dans sa mémoire, il se demandait si ce n'était pas tout autre chose. Pas de la retenue, de la lucidité. Elle avait vu exactement ce qui se passait, elle avait choisi ce qu'elle allait en faire, et elle avait agi en conséquence, sans bruit, sans drame. Il se demanda quand il avait perdu cette capacité-là, agir sans calculer l'image que ça produirait. L'hôpital européen Georges Pompidou se trouvait dans le 15e arrondissement, quai Branly. Antoine se gara dans le parking visiteur, prit le téléphone de Camille et entra dans le bâtiment. À l'accueil des urgences, il demanda des nouvelles de Camille Moreau, arrivée 30 minutes plus tôt. L'infirmière de tri lui demanda s'il était de la famille. Il dit non. Elle lui dit qu'il pouvait attendre dans la salle d'attente et qu'on l'informerait si la patiente en faisait la demande. Il s'assit dans la salle d'attente. Il n'y avait pas de table de réunion, pas de vue panoramique sur Paris, pas de marbre gris au sol. Il y avait des chaises en plastique bleu roi vissées par groupe de 4, une fontaine à eau avec un gobelet en carton posé dessus, un téléviseur fixé au mur diffusant un magazine de jardinage avec le son coupé et l'odeur caractéristique des hôpitaux français. Désinfectant, café de distributeur, quelque chose de pharmaceutique et de neutre qui flottait dans l'air conditionné. Antoine s'assit, posa les coudes sur les genoux et attendit. Il attendit 40 minutes. Ce n'était pas dans ses habitudes. Antoine Lefebvre n'attendait pas. Ou plutôt, il ne supportait pas l'attente passive, celle où on est dépourvu d'action possible. Dans les situations où les autres attendaient, il téléphonait, il envoyait des emails, il préparait des notes. Là, il avait sorti son propre téléphone 3 fois et l'avait rangé 3 fois sans avoir composé de numéro ni ouvert aucune application. À la 4e fois, il le laissa dans sa poche. Il regardait la salle. Il y avait une femme d'une 60aine d'années avec un enfant d'environ 5 ans, endormi sur ses genoux, la tête renversée en arrière dans l'abandon total du sommeil des enfants. Il y avait un homme jeune, avec la main droite, enveloppé dans un linge propre, qui regardait fixement ses chaussures. Il y avait 2 adolescentes qui murmuraient entre elles en mangeant des chips sans bruit, comme si elles avaient appris que dans les salles d'attente, on mange sans faire de bruit. Antoine les observa sans les voir vraiment, l'esprit posé quelque part entre la salle de réunion du matin et l'escalier de service de l'après-midi, essayant de relier ces 2 images avec quelque chose qui ressemblait à une cohérence, et n'en trouvant aucune. Ce fut Martine qui arriva la première.
Il l'a reconnue immédiatement, bien qu'il ne l'ait jamais vue ailleurs qu'en blouse de travail et avec un chariot de nettoyage. Elle entrait dans l'hôpital en boitant légèrement, appuyée sur une canne pliante, vêtue d'un manteau beige boutonné jusqu'en haut, les cheveux gris coupés courts, le visage portant les marques d'une inquiétude contenue mais visible. Elle balaya la salle du regard, l'aperçut et s'arrêta. Antoine se leva. Il y a eu un instant où aucun des deux ne dit rien. Martine le regardait avec une expression qu'il ne savait pas comment interpréter. Pas d'hostilité, pas de déférence non plus. Quelque chose d'attentif et de mesuré, comme quelqu'un qui évalue une situation avant de décider comment y répondre. « C'est vous qui avez appelé », dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui », dit Antoine. « Antoine Lefebvre. Je dirigeais la société qui occupe le 18e étage. » Martine hocha la tête lentement. Elle ne lui tendit pas la main. Elle le regarda encore une seconde, puis dit « Merci d'être resté avec elle. » La phrase était simple. Elle n'était accompagnée d'aucun geste, d'aucun sourire d'apaisement social. C'était juste la vérité dite à voix haute, avec la même économie que Camille avait utilisée pour dire merci dans le couloir. Antoine comprit à cet instant que cette façon de parler n'était pas un accident, c'était quelque chose que la fille avait appris de la mère, ou que la mère et la fille avaient développé ensemble dans un appartement où les mots coûtent ce qu'ils valent et ne coûtent pas plus. « Et elle est arrivée comment ?» demanda Martine en s'asseyant sur la chaise voisine, avec le soin précautionneux de quelqu'un dont le genou opéré n'autorise plus les mouvements brusques. Antoine expliqua. L'escalier de service, les cartons, le sol ciré, la chute. Il dit les choses telles qu'elles étaient, sans atténuer la responsabilité logistique de l'immeuble. Le panneau de signalisation renversé, l'ascenseur de charge bloqué, la communication défaillante sur les conditions du couloir de service. Il ne chercha pas à distribuer les torts entre plusieurs parties. Il présenta les faits dans l'ordre où ils s'étaient produits. Martine l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle dit « Elle ne m'a pas appelé ce matin ». Antoine ne répondit pas tout de suite, attendant la suite. « Elle m'appelle toujours à midi pour me dire comment ça se passe, dans les premiers jours d'un nouveau travail. » Martine regardait ses mains posées sur la canne. « Aujourd'hui, elle ne m'a pas appelé. Elle m'a juste envoyé un message. » Un silence. « Elle ne m'a pas dit ce qui s'était passé dans la réunion, » continua Martine, sans lever les yeux. « Mais je connais ma fille. » Elle fit une pause courte, précise. « Si elle n'a pas répondu, c'était pour que vous soyez à l'aise dans votre propre erreur. » Antoine resta immobile. La phrase ne portait pas d'accusation dans le ton. Elle ne portait pas non plus de pardon. Elle portait quelque chose de plus difficile à recevoir que l'un ou l'autre, une observation, froide, juste et sans appel. Il pensa à la diapositive 31, au silence de la salle, à la façon dont il avait dit ces mots sans hésiter, avec la même fluidité qu'il utilisait pour clore un point à l'ordre du jour. Il pensa à Camille, qui était ressortie de la salle sans précipitation, qui était allée souligner son cahier de procédure, qui avait mangé sa salade de lentilles seule au fond de la cantine. Il ne trouva rien à dire. Et pour la première fois depuis très longtemps, peut-être depuis la nuit où Sophie avait parlé de centrale électrique, ce silence n'était pas stratégique. C'était simplement le silence de quelqu'un qui n'a pas de réponse et qui le sait. Martine se leva quand l'infirmière vint annoncer que Camille pouvait recevoir de la visite. Elle se tourna vers Antoine avant de suivre l'infirmière et dit « Vous pouvez rentrer si vous voulez. Elle va bien. » Ce n'était ni une invitation, ni un congé. C'était une information donnée avec la même neutralité bienveillante que tout le reste. Antoine regarda Martine s'éloigner dans le couloir blanc, légèrement déhanché à cause de la canne, le manteau beige dans la lumière froide des néons. Il resta debout près de sa chaise, encore quelques secondes, puis il se rassit et il attendit. Il attendit encore 25 minutes dans cette salle aux chaises bleues, avec la fontaine à eau et le téléviseur muet, et l'enfant endormi qui s'était réveillé et réclamait quelque chose à manger à voix basse. Antoine attendit sans raison professionnelle, sans justification logique, sans pouvoir répondre si quelqu'un lui avait demandé pourquoi. Il attendit parce que partir lui semblait impossible, sans qu'il comprenne exactement pourquoi partir lui semblait impossible.
Ce soir-là, il rentra à Neuilly-sur-Seine après 20 heures. L'appartement était dans l'état exact où il l'avait laissé le matin. Les rideaux ouverts sur le parc, la lampe du couloir allumée en permanence. Le contrat de Boulogne-Billancourt posé sur la table basse avec son signet de cuir entre les pages de l'annexe financière. Il posa son attaché-case, déserra sa cravate, s'assit sur le canapé sans enlever sa veste et fixa le contrat sans le lire. 132 logements. Façade en pierre reconstituée. Livraison 2028. 18 millions d'euros d'investissement. Tout était là, proprement assemblé, soigneusement négocié. Antoine pensa à ce qu'il avait construit depuis 9 ans, les chiffres, les bâtiments, les rendements. Il pensa à l'escalier de service ciré et au panneau de signalisation renversé par un courant d'air. Il pensa à la phrase de Martine. Si elle n'a pas répondu, c'était pour que vous soyez à l'aise dans votre propre erreur, et sentit quelque chose se déplacer en lui, lentement, avec la résistance des choses qui n'ont pas bougé depuis longtemps. Pas de la culpabilité, non, ou pas seulement ça, quelque chose de plus vertical. La sensation aiguë, inconfortable et précise d'avoir construit pendant des années dans la mauvaise direction, pas professionnellement, pas financièrement, mais dans une direction qui n'avait rien à voir avec les mètres carrés ni avec les taux de rendement. Une direction intérieure, celle qu'on néglige jusqu'au moment où quelqu'un tombe dans un escalier et qu'on se retrouve assis par terre sur du béton froid avec un téléphone fissuré dans la main, et qu'on réalise que c'est là, précisément là, qu'on s'est senti vivant pour la première fois depuis très longtemps. Il ne dormit pas avant 1 heure du matin. Et quand il s'endormit enfin, ce ne fut pas le contrat de Boulogne-Billancourt qu'il voyait, ni les courbes de rendement, ni les façades en pierre. C'était un escalier gris, 2 cartons de papier éparpillés sur les marches, et une femme avec des yeux calmes qui lui disait mon épaule droite comme si lui faire confiance allait de soi. Le lendemain matin, il arriva à 7h02 comme toujours. Mais avant de monter au 18e, il s'arrêta au bureau de la direction des ressources humaines et demanda à voir le responsable des prestataires de services. Il voulait 2 choses. Le rapport complet sur l'état du couloir de service du 16e au 18e étage et les coordonnées du responsable de la société de nettoyage pour un rendez-vous dans la journée. La RH, habituée à des demandes d'Antoine Lefebvre portant sur des stratégies de développement et des restructurations de filiales, nota les 2 demandes avec une expression légèrement interloquée et dit qu'elle rappellerait avant 10 heures. À 9h30, Antoine était à l'hôpital européen Georges Pompidou. Il n'avait pas apporté de fleurs. Ce n'était pas un oubli, c'était une décision prise la veille au soir, dans l'appartement de Neuilly, après avoir passé 10 minutes à réfléchir à ce qu'on apporte à quelqu'un qu'on ne connaît pas et à qui on doit des excuses. Les fleurs lui avaient semblé exactement le genre de geste qui coûte plus qu'il ne vaut, beau en surface, commode pour celui qui les offre, et fondamentalement étranger à la personne qui les reçoit. Il avait pensé à un livre, puis avait réalisé qu'il ne savait pas ce qu'elle lisait. Il avait pensé à quelque chose à manger, puis avait compris qu'un hôpital nourrissait ses patients. Il était arrivé les mains vides, avec le téléphone de Camille dans la poche intérieure de sa veste. Un modèle différent aujourd'hui, bleu marine, comme si le gris de la veille appartenait désormais à une autre version de lui-même. La chambre était au 3e étage, couloir B. Une chambre double dont l'autre lit était inoccupé. Camille était assise dans le lit, le bras droit immobilisé dans une attelle, un plateau du petit-déjeuner à moitié consommé posé sur la tablette pivotante. Elle avait les cheveux défaits. Pour la première fois depuis qu'il l'avait vue, ils tombaient librement sur ses épaules, châtains, légèrement ondulés. Elle lisait quelque chose sur sa tablette avec la main gauche quand il frappa au chambranle. Elle leva les yeux. Un silence bref, pas inconfortable. « Vous n'êtes pas obligé d'être là, » dit-elle. Pas avec sécheresse, avec la même neutralité factuelle qu'elle semblait appliquer à la plupart des situations. « Je sais, » dit Antoine. Il s'arrêta à mi-chemin entre la porte et le lit, comme quelqu'un qui ne veut pas prendre plus de place que ce qui lui est accordé. « Je voulais rendre votre téléphone. » Il le sortit de sa poche et le posa sur la tablette, à distance raisonnable du plateau du petit-déjeuner. Camille le regarda, sans le prendre immédiatement. « Et je voulais vous présenter des excuses, » dit Antoine. Il dit ces mots sans préambule et sans rhétorique,
Pas de construction en 3 points, pas de nuances introduites pour atténuer la responsabilité. Juste la phrase, posée directement, comme on pose quelque chose de lourd qu'on a tenu trop longtemps. Ce que j'ai dit hier matin dans la salle de réunion était injuste, inutile et irrespectueux. Il n'y avait aucune raison valable de dire ça de cette façon, devant ces gens. Je le regrette. Camille le regarda pendant ce qui lui parut être un long moment, bien que l'horloge sur le mur n'ait probablement compté que 4 ou 5 secondes. « D'accord, » dit-elle. Ce n'était pas une absolution, ce n'était pas non plus un refus. C'était une réception. La phrase avait été entendue, enregistrée, et Camille en faisait ce qu'elle voulait en faire, sans lui donner plus de poids ni moins de poids que ce qu'elle estimait juste. Antoine s'en rendit compte et, étrangement, ce fut précisément cette réponse-là qui le désarçonna davantage qu'une colère ou qu'un pardon chaleureux n'aurait pu le faire. Il n'avait pas de prise sur ça. Il ne savait pas comment gérer quelqu'un qui acceptait les excuses sans les transformer en monnaie d'échange. « Asseyez-vous si vous voulez », dit-elle en désignant de la main gauche la chaise posée contre le mur. Il s'assit. Ce qui suivit dura 2 heures. Ni l'un ni l'autre ne l'avait planifié, ni même anticipé. Ça commença prudemment, avec des questions pratiques. Comment s'était passée la nuit? Ce que les médecins avaient dit? Combien de semaines d'immobilisation étaient prévues? Camille répondit avec précision. Fracture de la tête humérale, pas chirurgicale, immobilisation 6 semaines, rééducation ensuite. Elle disait les choses clairement, sans se plaindre, avec le ton de quelqu'un qui envisage un problème et ses solutions en même temps. Antoine demanda si sa mère était venue. Camille dit que Martine avait passé la soirée et une partie de la nuit et qu'elle avait dû la forcer à rentrer à Saint-Denis, parce que rester assise dans un hôpital avec un genou opéré ne servirait à rien, ni à l'une, ni à l'autre. « Elle vous a parlé de moi ?» demanda Antoine, et il y avait dans la question une nuance qui n'était pas de la vanité, mais quelque chose de plus vulnérable, le besoin de savoir ce que l'autre avait dit de lui en son absence. Camille hésita une fraction de seconde, la seule hésitation qu'il lui vit de toute la matinée. « Elle m'a dit que vous étiez resté, » dit-elle, « et que vous aviez l'air sincère. » Antoine regarda ses mains. « Votre mère est quelqu'un de remarquable. »« Je sais, » dit Camille. Et dans cette réponse courte, il y avait quelque chose qui débordait, une fierté tranquille, une tendresse contenue. L'amour d'une fille pour une femme qui avait passé 16 ans à nettoyer les vitres du monde des autres sans jamais perdre ni sa dignité ni son sens de l'observation. La conversation dériva naturellement vers Saint-Denis. Antoine demanda comment c'était là-bas, avec la curiosité sincère de quelqu'un qui connaît le nom du quartier pour des raisons statistiques, mais n'en a jamais vu les rues de l'intérieur. Camille décrivit sans romantisme et sans amertume. Les marchés du samedi, le bruit des trains du RER B le matin, les voisins qui se connaissaient par leurs prénoms, les commerces de proximité qui résistaient depuis 20 ans à côté des enseignes nationales, les enfants qui jouaient dans les cours d'immeubles jusqu'à ce que les parents appellent depuis les fenêtres. Elle décrivit l'appartement. 44 mètres carrés, 2 pièces, une cuisine ouverte, une terrasse minuscule où Martine cultivait des tomates cerises de mai à octobre. Elle dit tout ça sans chercher à produire un effet, ni de pittoresque, ni de misérabilisme. Elle décrivait simplement un endroit qu'elle connaissait bien et qu'elle n'avait pas honte d'habiter. Antoine écoutait. Il écoutait d'une façon qu'il ne reconnaissait pas lui-même, pas l'écoute active qu'on enseigne dans les formations de management, celle qui consiste à hocher la tête au bon moment et à reformuler pour montrer qu'on a compris. Une écoute plus ancienne, plus basique, celle qui précède les techniques parce qu'elle n'en a pas besoin. L'écoute de quelqu'un qui veut entendre simplement ce que l'autre a à dire. Camille parla de la défense aussi, non pas comme un lieu de travail, mais comme une géographie qu'elle avait apprise de loin et de près à la fois. Elle connaissait les horaires des fontaines du Parvis, qui ne fonctionnaient qu'entre avril et octobre. Elle savait que le bâtiment de la tour Lefebvre Promotion avait été rénové en 2014 et que les travaux avaient duré 8 mois pendant lesquels sa mère avait assuré la continuité du service avec une équipe réduite de moitié. Elle savait que l'ascenseur de charge du 16e au 18e avait un problème récurrent de blocage depuis au moins 2 ans
et que plusieurs demandes d'intervention avaient été faites à la direction technique sans suivi. Antoine s'arrêta sur ce dernier point. 2 ans. Ma mère a des copies des bons d'intervention, dit Camille. Sa voix était neutre, mais il y avait dans sa façon de dire ça, ma mère a des copies, une précision qui n'était pas anodine. Martine Moreau n'était pas du genre à laisser partir une trace sans en garder une. Ce fut à ce moment qu'Antoine comprit quelque chose qu'il n'avait pas su formuler la veille. Ce n'était pas une fille qui avait eu de la malchance. C'était une fille qui vivait dans un monde où les panneaux de signalisation tombaient et n'étaient pas relevés, où les ascenseurs tombaient en panne et n'étaient pas réparés, où les hommes comme lui disaient des choses dans des salles de réunion et rentraient chez eux sans y repenser. Un monde où l'invisible était maintenu invisible parce que ceux qui le voyaient n'avaient pas le pouvoir de le rendre visible et que ceux qui avaient le pouvoir ne le voyaient pas. Camille le voyait. Et elle gardait des copies. Il y avait autre chose, dit Camille. Elle posa la tablette sur ses genoux et le regarda directement. Avant que vous partiez, elle ouvrit le tiroir de la table de chevet avec la main gauche et en sortit une feuille pliée en 3. Elle la posa sur le bord du lit, à portée d'Antoine, sans la lui tendre. C'est un relevé que j'ai fait hier matin, entre 9h et midi. L'état du couloir de service, les équipements défectueux, les procédures de sécurité qui manquaient à l'affichage. J'ai eu le temps pendant que vous étiez en réunion. Antoine prit la feuille. Il la déplia. Ce n'était pas un document officiel, c'était une feuille A4 ordinaire, écrite à la main avec le même stylo bleu qu'il avait vu dans le cahier de procédure, avec une écriture régulière et penchée qui listait 7 points numérotés, chacun formulé avec précision. Numéro du couloir, nature du problème, date probable d'apparition du problème selon les observations disponibles, risque associé. C'était sobre, factuel et redoutablement bien construit pour une note rédigée à la main pendant les 3 premières heures d'un premier jour de travail. Ce n'est pas une dénonciation, dit Camille. C'est juste ce que je ferais dans n'importe quel travail. Antoine lut la feuille en entier. Il la relut une 2e fois, plus lentement. Puis il la plia soigneusement selon les mêmes plis et la garda dans sa main. « Je vais en avoir besoin, dit-il, avec votre accord. » Camille hocha la tête. Il y eut un silence différent de ceux qui les avaient précédés. Pas le silence du malaise ni celui du calcul, mais le silence de 2 personnes qui ont dit ce qu'elles avaient à dire et qui se trouvent, provisoirement, dans un espace qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, ni au 18e étage, ni à Saint-Denis, un espace intermédiaire, neutre, où les rôles habituels ne s'appliquent plus tout à fait. « Pourquoi vous avez accepté de me recevoir ?» demanda Antoine. La question lui était venue sans préméditation. Il ne l'avait pas planifiée. Camille le regarda un moment avant de répondre. « Parce que vous êtes venu les mains vides, » dit-elle. « Les gens qui apportent des fleurs veulent être pardonnés. Les gens qui viennent les mains vides veulent s'excuser. Ce n'est pas la même chose. » Antoine ne répondit pas immédiatement. Il laissa la phrase exister dans la chambre d'hôpital avec ses murs blancs et son odeur de désinfectant et la lumière grise d'octobre qui entrait par la fenêtre. Puis il dit, avec une honnêteté qu'il ne chercha pas à habiller, « Je ne suis pas sûr de savoir depuis combien de temps je fais des choses pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. » Camille ne répondit pas non plus. Mais quelque chose dans son visage changea, imperceptiblement, comme la légère variation de lumière quand un nuage passe devant le soleil. Pas de la pitié, pas de la satisfaction, quelque chose de plus proche de la reconnaissance de quelqu'un qui voit un autre être humain tenter maladroitement d'être honnête avec lui-même et qui sait ce que ça coûte. Il repartit peu avant midi. Dans le couloir de l'hôpital, en attendant l'ascenseur, il sortit son propre téléphone et appela Marc. « La réunion Boulogne-Billancourt de cet après-midi, » dit-il. « Je veux qu'on ajoute un point à l'ordre du jour. Les conditions de travail des prestataires du bâtiment. Tous les prestataires. Je veux un audit complet avant la fin du mois. » Marc fit une pause. « Les investisseurs vont trouver ça inattendu, » dit Marc. « C'est possible, » dit Antoine. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. « Prépare le point quand même. »
Il raccrocha et entra dans l'ascenseur. En descendant vers le rez-de-chaussée, il regarda son reflet dans les portes en inox poli. Le même costume bleu marine, la même cravate, la même posture. Mais quelque chose dans l'image ne correspondait plus tout à fait à ce qu'il avait l'habitude de voir. Il ne sut pas le nommer exactement. Pas encore. Dehors, le ciel du 15e arrondissement était toujours gris, mais d'un gris plus clair qu'il ne l'avait été depuis plusieurs jours. Les platanes du quai Branly avaient perdu la moitié de leurs feuilles, des taches d'ocre et de brun sur le trottoir mouillé que les passants écrasaient sans les regarder. Antoine marcha jusqu'à sa voiture en regardant les feuilles. 2 semaines atra, il n'aurait pas regardé les feuilles. Les semaines qui suivirent avancèrent avec la lenteur particulière des choses qui se construisent sans bruit. Il n'y eut pas de déclaration, pas de geste spectaculaire, pas de moment unique où quelqu'un aurait pu pointer une ligne et dire « c'est là que tout a changé ». Le changement ressembla plutôt à ce que font les saisons en France. Il arriva progressivement, par accumulation de petits déplacements que personne ne remarque individuellement, jusqu'au jour où on lève les yeux et où le paysage est différent. Antoine commença par ce qu'il savait faire, le travail. Pas parce que le travail était une fuite, cette fois, mais parce que le travail était précisément l'endroit où il pouvait traduire en actes ce que la chambre d'hôpital lui avait rendu visible. L'audit des conditions de travail des prestataires du bâtiment fut lancé 10 jours après l'accident. Il le confia non pas à un cabinet extérieur, mais à une équipe interne qu'il constitua lui-même, en choisissant 3 personnes qui connaissaient le terrain, la responsable HSE, le chargé de maintenance technique et décision qui surprit tout le monde, Théo, le chargé de mission de 26 ans qui avait été le premier à ouvrir la porte de l'escalier de service après la chute. Les résultats de l'audit arrivèrent 3 semaines plus tard. Ils confirmèrent, sur 17 points documentés, ce que la feuille pliée en 3 de Camille avait déjà esquissé en 7. L'ascenseur de charge avait fait l'objet de 4 demandes d'intervention non suivies d'effet depuis 22 mois. 3 couloirs de service présentaient des revêtements de sol à risque sans signalétique permanente. La couverture santé des employés prestataires ne prévoyait aucune prise en charge des accidents survenus dans les parties communes de l'immeuble. Le salaire horaire de base des agents d'accueil et de nettoyage était inférieur de 11% à la médiane du secteur en Île-de-France. Antoine lut le rapport un mardi soir dans son bureau, après 19 heures, quand les couloirs du 18e étaient vides. Il le lut en entier, toutes les annexes comprises, avec le même degré d'attention qu'il appliquait au bilan financier. Il annotait dans les marges. Pas de la stupéfaction. Il n'était pas naïf au point de penser que ces dysfonctionnements n'existaient pas. Mais il y avait une différence entre savoir que quelque chose existe quelque part dans un système et en lire chaque ligne dans un document qui porte le nom de votre immeuble. La différence, c'était Camille. Pas comme symbole, pas comme cas particulier émouvant, comme réalité concrète et nommée qui transformait un problème abstrait en quelque chose d'impossible à continuer d'ignorer. Il convoqua une réunion avec les représentants des sociétés prestataires pour le jeudi suivant. Il reforma les contrats en profondeur. Plancher salarial révisé à la hausse, couverture santé étendue aux accidents dans les parties communes, protocole de signalétique obligatoire pour tous les travaux d'entretien, engagement de maintenance préventive sur les équipements de service avec délai d'intervention contractuellement garanti. Les sociétés prestataires négocièrent sur les marges. Antoine ne céda pas sur les points de sécurité. Il céda sur les délais de mise en œuvre, 6 mois au lieu de 3 pour les révisions salariales, parce que c'était raisonnable, pas parce que c'était commode. Ce n'était pas un geste romantique. Il ne le fit pas pour impressionner Camille, ni pour se racheter d'une faute par un geste proportionnel. Il le fit parce que le rapport disait ce qu'il disait, parce que la feuille pliée en 3 disait ce qu'elle disait, et parce qu'il avait passé 20 ans à construire des bâtiments solides en négligeant les fondations invisibles qui les faisaient tenir. Les gens qui nettoyaient les sols à 7 heures du matin, qui remplaçaient les ampoules dans les parkings souterrains, qui portèrent des cartons dans des escaliers que personne d'autre n'empruntait. Il appela Camille pour lui annoncer les résultats de l'audit 3 semaines et demie après l'accident. Elle était chez elle, à Saint-Denis.
Il l'entendit à l'ambiance sonore légèrement différente, plus douce, plus habitée que le silence de sa propre maison. Elle l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut fini, elle dit « Vous avez inclus la signalétique permanente ? Point numéro 4 du nouveau protocole, dit Antoine. Un silence court. Bien, dit-elle. Ce ne fut pas une effusion. Ce ne fut pas de la gratitude performative. C'était le mot juste, posé à sa juste place, par quelqu'un qui évalue les choses à leur valeur réelle. Antoine raccrocha en souriant. Un sourire dont il ne prit conscience qu'une dizaine de secondes après, parce qu'il n'y avait personne dans l'appartement de Neuilly pour le lui refléter, et qu'il dut le deviner à la légèreté inhabituellement physique qu'il sentait dans sa poitrine. Ils parlèrent 2 autres fois au téléphone dans les semaines suivantes pour des raisons qui commencèrent comme des prétextes administratifs et finirent comme des conversations. La 2e fois, Antoine demanda comment avançait la rééducation. Camille décrivit les exercices avec précision. Amplitude de mouvements récupérés, douleurs résiduelles en rotation externe, kinésithérapeute 2 fois par semaine à Aubervilliers parce que le cabinet le plus proche de Saint-Denis pratiquait le tiers payant. Antoine nota mentalement le détail du tiers payant sans le commenter. La 3e fois, ce fut Camille qui rappela, pour l'informer qu'elle avait repris son poste à l'entreprise de confection du 10e arrondissement et que sa mère avait également repris ses fonctions dans le bâtiment, à mi-temps d'abord, sur autorisation médicale. « Comment va-t-elle » demanda Antoine. « Elle a épousseté la plante artificielle du 1er étage en arrivant, dit Camille. Donc, elle va bien. » Cette fois, le sourire arriva avant qu'il ne puisse ne pas s'en rendre compte. Novembre avança avec ses lumières courtes et ses trottoirs mouillés. Paris se resserra sur elle-même comme elle le fait chaque automne. Les terrasses de café disparaissant sous les bâches plastiques transparentes, les gens pressant le pas entre les stations de métro, les vitrines commençant timidement leur première déclinaison de lumière de saison. Antoine traversait tout ça chaque jour, avec l'impression diffuse que quelque chose dans la topographie de son monde quotidien s'était légèrement déplacé. Pas radicalement, pas de façon dramatique, mais suffisamment pour que certains repères habituels ne soient plus exactement où il les avait laissés. Il dormait mieux, ce n'était pas anodin. Depuis le divorce, depuis avant le divorce à dire vrai, il s'endormait tard et se réveillait tôt, dans cet espace intermédiaire d'insomnie partielle, où l'esprit tourne sur lui-même sans produire rien d'utile. Depuis octobre, ce n'était plus tout à fait le cas. Il ne s'en expliqua pas la raison précisément. Il nota simplement le fait comme on note un chiffre dans une colonne et passa à autre chose. Ce fut Marc qui dit quelque chose, un matin de mi-novembre. Il prenait un café debout dans le petit office attenant à la salle de réunion, avant la réunion hebdomadaire de direction, et Marc dit sans préambule « Tu sors ce soir ?» Antoine le regarda. « Pourquoi ?» Marc haussa les épaules avec l'expression de quelqu'un qui choisit ses mots. « Isabelle dit que tu as l'air différent depuis quelques semaines. Moins... » Il chercha. « Moins vertical. » Antoine posa sa tasse. « Moins vertical. » C'est son mot, pas le mien. Antoine réfléchit à ça pendant quelques secondes. Moins vertical. Il pensa à sa posture dans l'escalier de service, un genou sur le béton gris. Il pensa à la chaise en plastique de la salle d'attente de l'hôpital. Il pensa à la façon dont il avait tenu le téléphone de Camille pendant 12 minutes sans savoir exactement ce qu'il attendait, sinon que partir était impossible. Moins vertical. C'était peut-être exactement ça. C'est probablement une bonne nouvelle, dit-il. Marc acquiesça avec l'expression de quelqu'un qui ne comprend pas tout, mais qui juge que la situation ne requiert pas de compréhension complète. Ce fut le vendredi de cette même semaine qu'Antoine appela Camille pour lui proposer de dîner. Il avait formulé la phrase plusieurs fois dans sa tête pendant la journée, pas par nervosité, mais parce qu'il voulait que ce soit dit correctement, sans ambiguïté et sans pression. Il appela à 19h, depuis sa voiture garée devant l'immeuble de la Défense. « Je voulais vous demander si vous accepteriez de dîner avec moi, » dit-il. « Pas pour parler du dossier, ni des contrats. Juste dîner. » Un silence de 3 secondes. « D'accord, » dit Camille. « Vous choisissez le restaurant, » dit Antoine. Ce n'était pas une politesse, c'était une position.
Il ne voulait pas choisir un endroit qui lui ressemble et lui faire traverser une autre salle dans laquelle elle n'aurait pas su où mettre les mains. Un silence plus court cette fois. « Je vous envoie l'adresse », dit-elle. Le restaurant s'appelait Chez Fernand. Il se trouvait dans le 11e arrondissement, rue de la Fontaine-au-Roi, à 7 minutes à pied de la station Goncourt. Ce n'était pas caché, ce n'était pas branché. C'était simplement un restaurant qui existait depuis 32 ans dans le même local, avec les mêmes tables en bois clair, les mêmes chaises dépareillées, dont aucune ne correspondait exactement à une autre, un menu écrit à la main sur un tableau noir, et l'odeur du beurre noisette et du thym qui prenait le visiteur dès la porte. Antoine était arrivé 10 minutes avant l'heure, son habitude, mais cette fois sans sortir son téléphone. Il s'assit à la table que le serveur lui indiqua. Une table pour deux, près de la fenêtre, la vitre légèrement embuée par la différence de température entre le dedans et le dehors. Il regarda la rue. Des vélos, des passants en manteau, une boulangerie en face dont les lumières éclairaient le trottoir en jaune doré. Le serveur lui apporta une carafe d'eau et demanda s'il voulait commander un apéritif. Il dit qu'il attendait quelqu'un. Il vit Camille traverser la rue depuis le côté de la station de vélo. Elle portait un manteau sombre, pas le même uniforme que le matin du 18e étage. Ses propres vêtements, une écharpe bordeaux nouée sans cérémonie, les cheveux défaits comme il les avait vus à l'hôpital. Elle marchait avec le même pas qu'il avait noté depuis le début. Pas le pas de quelqu'un qui arrive quelque part, mais le pas de quelqu'un qui sait où il va et choisit d'y aller. Il n'y avait rien de calculé là-dedans, aucune performance. Elle traversa la rue, poussa la porte du restaurant, et leurs regards se croisèrent à travers la salle avant même qu'elle n'ait enlevé son manteau. Quelque chose se dénoua dans la poitrine d'Antoine, doucement, sans bruit, comme un nœud qui cède non pas parce qu'on force dessus, mais parce qu'on a enfin arrêté. Il se leva. Elle s'assit en face de lui avec la naturelle économie de geste qui caractérisait tout ce qu'elle faisait. Manteau posé sur le dossier de la chaise, écharpe bordeaux défaite et pliée dessus, main gauche posée à plat sur la table, la droite encore légèrement contrainte dans ses mouvements, bien que la telle eût été retirée 10 jours plus tôt. Elle prit la carte que le serveur lui tendait, la lut en entier sans la parcourir en diagonale, et posa une question sur le plat du jour, avec le même sérieux qu'elle aurait mis à vérifier une procédure administrative. Antoine l'observa faire tout ça et ressentit quelque chose qui n'était pas de l'admiration, ou pas seulement, mais quelque chose de plus fondamental, une forme de soulagement étrange, celui qu'on éprouve quand on se trouve en présence de quelqu'un qui n'est pas en train de jouer un rôle. Le serveur prit les commandes. Camille choisit une terrine de campagne en entrée et un poulet rôti aux herbes. Antoine prit la même chose, non pas par imitation, mais parce que c'était exactement ce qu'il avait envie de manger quand il avait lu la carte. Ils commandèrent un pichet de vin rouge de la maison. Camille suggéra le pichet plutôt que la bouteille, et Antoine acquiesça sans que l'un ni l'autre n'en fasse un sujet. La conversation commença par des choses simples. Camille demanda comment avançaient les travaux de mise en conformité dans le bâtiment. Antoine répondit « L'ascenseur de charge réparé la semaine précédente, la signalétique posée de façon permanente dans tous les couloirs de service, les premiers entretiens individuels avec les agents prestataires programmés pour décembre. » Elle l'écouta avec attention, posant de temps en temps une question précise qui montrait qu'elle n'avait pas oublié un seul des 7 points de sa liste manuscrite. Puis la conversation se déplaça, naturellement sans signal visible, comme se déplacent les conversations qui ont du terrain devant elles. Antoine parla de son père, ce qui le surprit lui-même, parce que son père était un sujet qu'il n'abordait presque jamais dans un contexte social. Son père avait fondé Lefebvre Promotion en 1987 avec un associé et un premier terrain à Boulogne, avait passé 22 ans à construire l'entreprise et l'avait vendue à Antoine en 2015 à un prix que tout le monde avait jugé déraisonnable. Pas parce qu'il ne valait pas plus, mais parce que son père voulait qu'Antoine l'achète vraiment, avec les dettes et les responsabilités et le poids réel de ce que ça représentait. Il disait que les choses données sans effort ne sont jamais vraiment possédées, dit Antoine. Il dit ça sans chercher les faits, en regardant son verre de vin.
et il y avait dans sa voix quelque chose qui ressemblait à la fois à de la gratitude et à une question restée sans réponse depuis longtemps. Camille l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle dit « Ma mère dit quelque chose de similaire. Elle dit que le travail qu'on fait avec les mains finit toujours par entrer dans le corps et y rester, que c'est pour ça qu'elle ne peut pas s'arrêter. Pas parce qu'elle en a besoin financièrement, mais parce que sinon, elle ne sait plus qui elle est. » Antoine la regarda. « C'est exactement ça, dit-il. » Et il le dit avec une conviction qui venait de quelque chose de plus profond que la politesse conversationnelle. La terrine arriva. Le pain était une baguette de tradition, encore tiède, que le serveur déposa dans une corbeille en osier entre eux. Camille cassa un morceau avec sa main valide et le beurra avec application, comme quelqu'un qui prend le repas au sérieux sans en faire une cérémonie. L'odeur du beurre et de la terrine monta dans l'air chaud du restaurant, quelque chose de dense, de réel, de profondément ancré dans la matérialité simple d'un repas partagé. Antoine mangea en silence pendant quelques secondes, conscient de ce silence d'une façon inhabituellement physique, conscient que ce n'était pas un silence à remplir, mais un silence à habiter. « Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas au bureau ?» demanda Camille. La question était directe, sans enrobage. Antoine réfléchit honnêtement. « Je travaille, dit-il. Puis, après une pause, « Avant, je travaillais et je pratiquais la course à pied. Maintenant, je travaille et j'essaie de retrouver la course à pied. Vous avez arrêté quand ? Environ 2 ans après le divorce. Je ne me suis pas rendu compte sur le moment. » Il but une gorgée de vin. « Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne me suis pas rendu compte sur le moment. » Camille le regarda avec cette attention tranquille qu'elle avait. Pas de pitié, pas de jugement. La même qualité de regard qu'il avait vu pour la première fois dans la salle de réunion, pendant les 2 secondes où leurs yeux s'étaient croisés avant qu'elle ne dise « Je vous présente mes excuses ». Il comprenait maintenant ce qu'il n'avait pas compris alors. Ce regard ne cherchait pas à produire un effet. Il voyait simplement. C'était ça qui le déstabilisait depuis le début. Non pas la résistance, non pas la froideur, mais la visibilité. Être vu réellement, sans les filtres que sa position et son succès avaient depuis longtemps interposés entre lui et les autres. « Et vous ?» demanda-t-il. Camille réfléchit à son tour, avec la même honnêteté qu'elle semblait exiger de lui, sans le formuler. « Je lis beaucoup, » dit-elle. « Des romans, surtout. Des romans qui se passent dans des endroits que je ne connais pas. » Elle marqua une courte pause. « Et je cours aussi, en fait, le dimanche matin au canal Saint-Denis. » Antoine la regarda. Quelque chose dans la coïncidence, pas la coïncidence, le parallèle, le fit sourire, et cette fois, il ne chercha pas à dissimuler le sourire parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il. « 5 ans. » Elle le regarda avec un amusement discret dans les yeux. « Je ne cours pas vite, mais je cours régulièrement. »« C'est plus important, » dit Antoine. Elle hocha la tête lentement, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà, mais que ça valait la peine d'entendre dit par quelqu'un d'autre. Le poulet rôti arriva. La peau était dorée et craquante. Les herbes avaient infusé la chair depuis longtemps, et l'odeur du thym et du romarin se répandit sur la table avec la générosité simple des bonnes cuisines de quartier, celles qui n'essaient pas d'impressionner parce qu'elles n'ont pas besoin de le faire. Camille attaqua son assiette avec un appétit direct et sans façon. Antoine fit de même. Ils mangèrent pendant quelques minutes sans parler, et ce silence-là était peut-être le plus confortable qu'Antoine ait vécu depuis des années. Le silence de 2 personnes qui n'ont pas besoin de remplir l'espace entre elles pour justifier leur présence l'une à côté de l'autre. Ce fut Camille qui parla la première, après ce silence. « Est-ce que vous savez pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit ce matin-là » La question arriva sans préambule, sans agressivité, avec la même neutralité factuelle que tout le reste. Antoine posa sa fourchette. Il ne chercha pas une réponse commode. « Oui » dit-il. Il réfléchit encore une seconde, pour s'assurer que ce qu'il allait dire était juste et non pas simplement présentable. « Parce que j'avais 18 millions d'euros en jeu dans cette salle, et que j'ai appliqué à vous la même logique que j'applique aux obstacles. Neutraliser rapidement, continuer d'avancer. » Il marqua une pause. « Ce n'est pas une excuse, c'est une explication. La différence m'a pris du temps à comprendre. »
Camille le regarda pendant un moment. Puis elle dit « Monsieur Abdelkader, mon patron dans la confection, fait quelque chose que j'ai toujours trouvé remarquable. Quand il se trompe, il dit « Je me suis trompé » sans complément, sans mais, sans parce que, sans contexte atténuant. Juste ça. Elle but une gorgée de vin. Je ne l'ai jamais entendu le dire 2 fois pour la même erreur. Antoine entendit ça. Il l'entendit dans l'ordre exact dans lequel c'était dit, pas comme un modèle à imiter, pas comme une leçon dispensée, mais comme une observation partagée entre 2 personnes qui pensent à la même chose depuis des angles différents. « Je ne me suis pas trompé de café, » dit-il. « Je me suis trompé sur ce que ça disait de moi de réagir comme je l'ai fait. » Camille hocha la tête. Ce n'était pas un acquittement, c'était une reconnaissance. Celle que la question avait été entendue et que la réponse avait été honnête. C'était suffisant. Ils restèrent au restaurant 2 heures et demie. Le pichet de vin fut terminé sans qu'ils s'en rendent compte. Le serveur proposa un dessert, une tarte tatin servie tiède avec une cuillerée de crème fraîche épaisse. Et ils acceptèrent tous les 2 avec la spontanéité de gens qui ont faim et qui n'ont pas besoin de négocier avec leur propre plaisir. La tarte arriva, sucrée et caramélisée, les pommes fondantes sous la pâte feuilletée, et Camille dit que c'était la meilleure tarte tatin qu'elle eût mangée depuis les tartes de sa mère, ce qui était le plus grand compliment qu'elle pouvait faire. Antoine dit que la dernière fois qu'il avait mangé une tarte tatin, c'était dans un restaurant étoilé du 8e arrondissement, où elle coûtait 28 € et était servie dans une assiette froide. Camille le regarda avec cet amusement discret qui était peut-être sa façon de rire. Antoine sentit quelque chose se déposer en lui, pas de la légèreté exactement, mais la sensation physique de quelque chose de moins lourd. En sortant du restaurant, ils restèrent quelques secondes sur le trottoir de la rue de la Fontaine-au-Roi, dans l'air froid de novembre, la vapeur de leur respiration visible dans la lumière du réverbère. Les feuilles des platanes avaient disparu depuis plusieurs semaines, et les branches nues dessinaient leurs arborescences précises sur le ciel orange de Paris la nuit. Camille noua son écharpe bordeaux avec la main valide, l'autre encore prudente dans ses mouvements amples. « Merci pour le dîner, » dit-elle. « Merci pour le restaurant, » dit Antoine, un silence qui n'était pas inconfortable. « Je rentre en métro, » dit Camille. Ce n'était ni une invitation ni un refus. C'était une information, donnée avec la même économie de mots que tout le reste, et qui signifiait simplement qu'elle rentrait chez elle par ses propres moyens, parce que c'était comme ça qu'elle fonctionnait. Antoine hocha la tête. « Je vous raccompagne jusqu'à la station. » Elle le regarda une seconde, évaluant si c'était une proposition ou une décision. Il avait dit ça simplement, sans insistance, en laissant de l'espace. « D'accord, » dit-elle. Ils marchèrent jusqu'à la station Goncourt en 7 minutes à travers les rues du 11e, les trottoirs inégaux, les vélos attachés aux poteaux, une épicerie de nuit encore ouverte avec ses caisses de clémentines sur le pas de la porte, une fenêtre illuminée depuis laquelle s'échappait le son assourdi d'une émission de télévision. Antoine marchait à côté d'elle, sans réduire ni augmenter sa propre allure. Il avait simplement adapté son pas au sien, naturellement, sans en faire une décision consciente. Camille remarqua ça. Il en était presque sûr, mais n'en dit rien. Devant l'entrée du métro, elle se retourna. « Bonne soirée, » dit-elle. « Bonne soirée, » dit Antoine. Puis, avant qu'elle ne descende les premières marches, « Est-ce qu'on pourrait refaire ça ?» Camille s'arrêta. Le regardant depuis la première marche, légèrement en dessous de lui, et il pensa fugacement à l'escalier de service, au palier entre le 17e et le 18e, à leurs 2 regards qui s'étaient croisés dans la poussière et le béton gris, et à l'idée que peut-être tout avait commencé là, précisément là, avant même qu'ils comprennent ce qui commençait. « Oui, » dit-elle, et elle descendit les marches. Antoine resta sur le trottoir, quelques secondes après qu'elle eut disparu. La rue était calme, quelques passants pressés, un scooter qui filait vers la République. Il remit les mains dans ses poches et commença à marcher en direction de sa voiture, garée 3 rues plus loin. Il marchait sans se presser, ce qui, pour quelqu'un dont la relation au temps avait toujours été celle d'une ressource à optimiser, représentait quelque chose d'inhabituel et de délibéré. Pella primérave en plusieurs années, il ne savait pas exactement où il allait. Et cette incertitude,
au lieu de l'inquiéter, lui semblait être précisément la bonne direction. Les semaines de décembre arrivèrent avec leur journée de 4 heures de lumière et leur nuit qui commençait avant 17 heures. Paris en décembre avait cette façon particulière de rétrécir l'espace public tout en le remplissant de lumière, guirlandes dans les marronniers des Champs-Élysées, vitrines éclairées jusqu'à 21 heures, les marchés de Noël qui installaient leurs chalets en bois sur les places avec leurs odeurs de vin chaud et de pain d'épices. Antoine traversait tout ça chaque jour avec une conscience légèrement différente de celle qu'il avait eue en octobre, comme si quelque chose dans ses capteurs s'était recalibré, le rendant perméable à des choses qu'il avait traversées sans les voir pendant des années. Il revit Camille 4 fois en décembre, pas à un rythme planifié, pas avec une progression calculée, simplement 4 fois, parce que chacune des précédentes avait rendu la suivante naturelle. La deuxième fois, ils marchèrent 2 heures dans le Marais un samedi après-midi, entrant dans 2 librairies, sans rien acheter, parlant de livres qu'ils avaient lus et de ceux qu'ils n'avaient pas eu le temps de lire. Camille lui parla de Modiano. Elle aimait Modiano pour sa façon de traiter Paris comme une mémoire plutôt que comme un décor. Antoine dit qu'il n'avait pas lu de roman depuis 4 ans, ce qu'il dit avec l'honnêteté désarmante qui lui était devenue, progressivement, une façon d'être avec elle. Camille sortit de la 2e librairie avec un exemplaire de Rue des boutiques obscures qu'elle posa dans son sac sans commentaire. Le lendemain, un livre était déposé chez le gardien de son immeuble à Neuilly. Rue des boutiques obscures. Il n'y avait pas de mots. Il n'en avait pas besoin. La 3e fois, ce fut un dimanche matin. Camille avait mentionné le canal Saint-Denis lors du dîner de novembre, et Antoine avait demandé, sans pression, en ouvrant simplement la possibilité, si elle accepterait qu'il court avec elle un matin. Elle avait dit pourquoi pas avec l'intonation de quelqu'un qui ne dit pas oui par politesse, mais qui ne dit pas non par curiosité. Ils se retrouvèrent à 8h30 sur le quai de Seine-Saint-Denis, dans un froid de 5 degrés qui rendait l'air vif et propre, le canal gris-vert sous le ciel pâle du dimanche matin. Camille portait un collant noir, une veste technique bordeaux, les cheveux en queue de cheval basse. Antoine portait des vêtements de running qui avaient de manifestement peu servi ces 2 dernières années, une veste technique encore froissée du sac de sport dans lequel elle avait séjourné. Elle courut à son rythme. Elle avait dit qu'elle ne courait pas vite, et elle l'avait dit sans s'en excuser, ce qui signifiait que c'était une information et non pas une invitation à la rassurer. Antoine s'adapta, non pas avec la condescendance de quelqu'un qui ralentit pour quelqu'un d'autre, mais avec la disponibilité de quelqu'un qui n'a pas besoin d'aller plus vite que l'endroit où il se trouve. Ils coururent 40 minutes le long du canal, entre les péniches amarrées et les peupliers qui avaient perdu leurs feuilles, leur souffle se mêlant dans l'air froid de décembre. Ils ne parlèrent presque pas. Quelques phrases échangées sur le paysage, sur un chien qui courait en parallèle d'eux, sur le chemin opposé, sur la couleur particulière du ciel au-dessus des entrepôts reconvertis de Saint-Denis. Ce n'était pas le silence de 2 personnes qui n'ont rien à dire. C'était le silence de 2 personnes qui partagent un espace sans avoir besoin de le meubler. Après la course, ils s'arrêtèrent dans une boulangerie à l'angle du quai. Une boulangerie ordinaire avec des croissants ordinaires et un café de machine qui avait le mérite d'être chaud. Ils s'assirent à une table en formica, encore essoufflée, les joues rouges du froid, et mangèrent en silence pendant 2 minutes avec l'appétit simple de gens qui ont couru. Antoine remarqua que le café coûtait 1,20 € et que c'était le meilleur café qu'il eût bu depuis longtemps. Non pas parce que la qualité était supérieure à celle des capsules de son bureau, mais parce que les conditions dans lesquelles on boit quelque chose changent fondamentalement ce que ce quelque chose est. Il ne dit pas ça à voix haute, mais il le pensa, et le penser lui suffit. La 4e fois, à la mi-décembre, ils dînèrent à nouveau, cette fois dans le 20e arrondissement, un restaurant vietnamien que Camille connaissait depuis ses années d'étudiante, avec des tables de 10 couverts où on s'installait côte à côte avec des inconnus, des bols de faux fumants et une carte plastifiée qui n'avait pas changé depuis 2009. Antoine mangea son faux avec les baguettes que le serveur lui avait apportées, fit tomber 2 rondelles de bœuf sur la table et Camille ne dit rien,
mais détourna les yeux avec une expression qu'il apprit à reconnaître. L'amusement qu'elle portait en dedans, qu'elle ne laissait sortir qu'en quantité mesurée, comme quelque chose de précieux dont on ne gaspille pas. Ce soir-là, en marchant vers la station de métro, Camille dit quelque chose qu'elle n'avait pas dit avant. Pas de façon abrupte, mais avec la même qualité de précision tranquille qu'elle mettait dans tout. « Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut mettre en pause », dit-elle. Ils marchaient côte à côte dans la rue de la Réunion, leurs pas sur le trottoir humide. « Je veux dire par là que si vous avez envie de continuer à me voir, c'est bien, mais pas entre deux réunions, pas dans les espaces que vous avez disponibles. » Antoine l'écouta sans l'interrompre. « Je n'ai pas de temps libre à offrir à quelqu'un qui est là à moitié, » continua-t-elle. Sa voix était stable, sans tension. Ce n'était pas un ultimatum, c'était une clarification. « Ma mère a travaillé 16 ans dans votre bâtiment. Elle a été là entière, chaque jour. Elle m'a appris que la présence se donne complète ou ne se donne pas. » Antoine marcha quelques secondes en silence. Il ne chercha pas à répondre immédiatement parce qu'il savait d'une façon qu'il ne se serait pas expliqué 6 mois plus tôt, que ce genre de phrase méritait d'être entendue dans son intégralité avant de recevoir une réponse. « Vous avez raison, » dit-il. Il dit ça en la regardant, pas les yeux sur le trottoir. « J'ai passé beaucoup de temps à être là à moitié, avec tout le monde. » Il marqua une pause. « Je ne vous promets pas d'être parfait là-dessus, mais je vous promets d'essayer de façon honnête et pas juste visible. » Camille l'écouta. Elle hocha la tête lentement, pas en signe d'enthousiasme, mais avec la gravité mesurée de quelqu'un qui prend les mots au sérieux, parce qu'elle a appris que les mots peuvent peser exactement ce qu'on y met. « D'accord, » dit-elle. Ce ne fut pas une déclaration, ce ne fut pas un baiser sous les lumières de décembre. Ce fut un accord, honnête, clair, passé entre deux personnes adultes qui savent ce que ça coûte de s'engager dans quelque chose de réel. Antoine trouva dans cet accord davantage de solidité que dans n'importe laquelle des signatures qu'il avait apposées en bas de contrats à 8 chiffres. Ils arrivèrent à la station de métro. Camille boutonna son manteau jusqu'en haut contre le froid. « Joyeux Noël en avance, » dit-elle. « On se voit en janvier. »« En janvier, » dit Antoine. Elle descendit les premières marches, s'arrêta, se retourna une dernière fois. « Élisée Modiano, » dit-elle. « Vous avez eu assez de temps pour l'avoir commencé. » Elle disparut dans le métro. Antoine resta sur le trottoir, les mains dans les poches, et sourit. Un sourire complet cette fois, sans calcul ni retenue, dans une rue du 20e arrondissement que personne de son carnet d'adresses habituel n'aurait su localiser sur une carte. Janvier arriva, puis février. Le printemps commença sa progression lente mais irréversible sur la ville, les jours allongeant d'abord imperceptiblement, puis de façon évidente, les platanes du canal reprenant leur feuillaison vert tendre, les terrasses de café réapparaissant sur les trottoirs. Antoine et Camille se virent régulièrement, pas avec la frénésie des débuts romantiques, mais avec la régularité tranquille de deux personnes qui ont décidé, chacune de leur côté, et puis ensemble, que cela en valait la peine. Martine les croisa un dimanche de mars dans le couloir de la tour, à l'heure du rangement de fin de semaine. Antoine arrivait pour une réunion exceptionnelle de dernière minute. Camille était venue accompagner sa mère, récupérer du matériel d'entretien. Martine les regarda tous les deux pendant une seconde, avec l'expression de quelqu'un qui confirme intérieurement une hypothèse qu'il nourrissait depuis longtemps, et dit simplement « Vous voulez du café ? J'en ai mis en route dans la loge. » M'accueille. Elle dit ça sans ironie et sans clin d'œil, avec la même générosité directe qu'elle mettait dans tout. Et Antoine dit oui sans hésiter, ce qui fit que Camille tourna la tête vers lui avec ce regard latéral dans lequel il avait appris à lire l'amusement qu'elle portait en dedans. Ils burent le café de Martine dans la loge du rez-de-chaussée, une pièce de 11 mètres carrés avec un bureau, 2 chaises, une photo d'un bord de mer en Bretagne punaisée au mur et une petite plante verte sur le rebord de fenêtre. Le café était fort et servi dans des tasses dépareillées. Antoine but le sien jusqu'au fond. Martine parla de sa rééducation terminée, de ses projets de retourner en Bretagne au mois d'août, du fait que la plante artificielle du premier étage avait été remplacée par une décision de la nouvelle direction des services généraux, qu'elle approuvait sans réserve.
Ce fut dans la loge de Martine, avec ses tasses dépareillées et cette lumière du matin de mars, qui entrait par la fenêtre de 11 mètres carrés, qu'Antoine comprit quelque chose qu'il n'avait pas encore formulé aussi nettement. Il comprit que la richesse qu'il avait passé 20 ans à construire, les tours, les contrats, les rendements, les façades en pierre reconstituées, n'était pas sans valeur, mais qu'elle n'avait de sens que si elle était portée par quelque chose de plus fondamental, quelque chose que ni les MBA ni les classements de dirigeants n'enseignaient, parce que ça ne s'enseigne pas. Ça se vit. Ça s'apprend dans les escaliers de service et les salles d'attente d'hôpitaux, dans les boulangeries à Formica et les restaurants au 11e arrondissement, dans les courses du dimanche matin le long du canal Saint-Denis et les cafés-bus dans des tasses qui ne sont pas assorties. Il le comprit non pas comme une révélation dramatique, mais comme on reconnaît quelque chose qu'on savait déjà et qu'on avait simplement cessé de regarder. Et ce matin de mars, dans la loge de rez-de-chaussée d'une tour de la Défense, assis entre la femme qui nettoyait ses sols depuis 16 ans et la fille qui lui avait rendu visible ce qu'il ne voyait plus, Antoine Lefebvre entendait la ville reprendre sa respiration de printemps de l'autre côté de la fenêtre, les voix sur le parvis, les fontaines qui allaient bientôt se rallumer, le bruit sourd et régulier de Paris qui continuait d'exister avec ou sans lui, et il percevait, pour la première, et voit depuis très longtemps, qu'il n'avait nulle part d'autre où il aurait préféré être. Il n'avait pas bâti ça. Il ne pouvait pas l'inscrire dans un bilan, ni le présenter en diapositive, ni en mesurer le rendement sur 10 ans. C'était là, simplement, dans la chaleur ordinaire d'une tasse de café, dans le sourire de côté de Camille, dans les mains de Martine posées à plat sur la table, avec la tranquille certitude de quelqu'un qui a toujours su ce qui compte. Ce n'était pas de la perfection. Ce n'était pas la fin des réunions à 7 heures du matin, ni des contrats signés près de minuit. C'était quelque chose de plus durable que la perfection. C'était le début d'une présence choisie, recommencée chaque jour, construite non pas sur des façades en pierre reconstituées, mais sur la matière bien plus résistante des choses qu'on dit et qu'on fait quand personne ne regarde et qu'on n'a rien à prouver. Et dans cette loge du rez-de-chaussée, avec ses 11 mètres carrés et sa plante verte sur le rebord de fenêtre et sa photo d'un bord de mer en Bretagne punaisée au mur, Antoine comprit que c'était ça, la vraie construction. Non pas les mètres carrés, non pas les façades, non pas les taux de rendement et les signatures en bas de page, c'était la présence, c'était la sincérité, c'était le courage de s'asseoir par terre dans un escalier de service et de ne pas se relever, avant d'être sûr que l'autre allait bien, et ça, personne ne pouvait le lui reprendre. C'était à lui, pour de vrai, parce qu'il l'avait mérité dans l'ordre exact où on mérite les choses qui comptent, en tombant d'abord, en se relevant ensuite, et en décidant, une fois debout, d'avancer différemment.